Pourquoi t'essayes d'échapper à ton destin, Antoine? Vous écoutez Antoine. Aime le rock. Hello les petits loups, c'est de retour pour un nouvel épisode de podcast, du podcast que vous préférez, hein, Antoine et ses copains aiment le rock. J'accueille ce soir Benjamin Durand. Bonsoir Benjamin, comment vas-tu ? Ça va très bien Antoine, bonsoir. Ouais, merci de ta présence comme d'habitude. Et enfin, c'est les remerciements qui sont comme d'habitude. Aujourd'hui, on s'attaque à une saga d'un musicien anglais qui s'appelle Eric Clapton, qui est censé, qui a même son surnom de God. On va voir un peu tout ça. C'est un peu, c'est une carrière un peu pas comme les autres, hein. Donc c'est pas facile de traiter ça, mais on va essayer de le faire et d'être le plus complet possible. Clapton, musicien anglais de la même vague, en fait, baby boomer, qui se retrouve sur la scène londonienne très vite, dans les années 60 au Marquis, etc. Et dans les voilà. Donc ça c'est juste pour faire un petit tour là-dessus. L'enfance de Clapton, elle va peut-être un peu conditionner la suite quelque part, hein. Ah, ça. Y a un documentaire qui vient de paraître et qui doit être encore dans les salles. Alors nous sommes le 5 mars 2019 et on y apprend notamment que Clapton s'est fait abandonner par sa mère, hein, Benjamin. Enfin en tout cas que sa mère n'avait pas le temps de s'en occuper. Et que finalement même on lui présentait sa mère comme si c'était sa tante ou quelque chose comme ça. Il a appris à 9 ans que c'était sa sœur, voilà. Il a appris à 9 ans que c'était sa mère, et ça lui a quand même en termes de confiance en les autres, c'est quand même pas le... Oui, c'est ce qu'il dit beaucoup dans le... Il y a ce mot qui revient beaucoup dans ses mots à lui quand il est interviewé dans le film pour commenter ça, c'est rejection. Ouais. Quelque chose qu'il a beaucoup senti. C'est assez touchant d'ailleurs quand on voit sa carrière par la suite, de voir le lien finalement... On parle toujours de George Harrison, mais il avait aussi un lien quand même assez particulier avec John Lennon, et c'est vrai qu'ils avaient tous les deux ça, dont ils ont peut-être parlé ensemble, ce rapport à la mère qui les a abandonnés. Alors les circonstances ont été un tout petit peu différentes entre Lennon et Clapton, mais c'est en tout cas quelque chose qui les a meurtris psychologiquement tous les deux, et qui a sûrement fait qu'ils se sont rapprochés et qu'ils avaient beaucoup à partager à la fin des années 60. Et puis ouais, parce que même si donc il voit sa mère, etc., qui lui est présentée comme sa sœur, elle finit vraiment par se rebarrer au Canada avec un autre soldat, parce que son père était soldat. Et donc du coup là, il la perd définitivement, plus ou moins, hein. Donc voilà, c'est un gosse qui déteste l'école, etc. Il commence à essayer d'apprendre la guitare, mais il a envie de laisser tomber. Mais comme Lennon aussi, comme Ray Davies, comme Pete Townshend, comme Keith Richards, qui va bénéficier de ce programme fou éducatif en Angleterre après la guerre mis en place par les travaillistes. C'est l'ouverture de ces fameuses art schools qui récupèrent en fait tout le rebut. Tous les gens qui sont inadaptés scolairement à l'époque, quoi. Et qui vont s'exprimer, apprendre à s'exprimer dans le dessin, etc. Et on voit d'ailleurs dans le film l'obsession des guitares qui vient pour Clapton dans le dessin de guitare, etc. Et voilà quoi. Et c'est dans ces art schools que les jeunes, il y a une émulation autour de la musique, alors d'une musique plus blues et jazz, et qui va entraîner Black, aussi toute cette scène-là. Tous les gens que tu as cités, voilà, vous, un véritable culte, à Muddy Waters, Elmore James, Howlin' Wolf, et puis Robert Johnson aussi, beaucoup pour Clapton, hein, dont il fera un disque même d'hommage plus tard. Et il va parsemer sa discographie de reprises, etc. Donc il traîne, je sais pas, dans des clubs comme le Healing Club ou les choses comme ça. Il doit être aussi à Richmond, enfin bref. Voilà, c'est là-dedans qu'il commence à jouer un peu, à jammer, j'imagine. C'est l'espèce de jam session qui devait être quand même assez incroyable. Mais il va finir par tomber amoureux de Chuck Berry, qui va vraiment, le faire basculer et lui donner envie vraiment d'approfondir le métier de guitariste. Et il a une réputation, je pense qu'il est meilleur que les autres, hein, déjà à l'époque. Il a quand même un toucher et tout, je pense, assez unique, pour qu'il se fasse repérer et qu'il signe son premier contrat pro, on va dire, avec les Yardbirds, donc groupe dont le chanteur est Keith Relf.
et qui va collectionner parmi les 3 plus grands guitaristes blancs anglais de l'histoire. Donc, mais qui au départ est en quelque sorte, enfin j'ai pas envie de faire un raccourci trop facile, mais qui est en quelque sorte les remplaçants des Stones dans ce club de Richmond, le Crow Daddy. D'ailleurs c'est pour ça que ils sont pris en charge par Giorgio Gomelsky, voilà. qui était un petit peu une des premières personnes qui avait découvert les Stones, mais qui se les fait piquer très très vite par c'est Andrew toujours Oldham. le mec qui leur donnait les premières dates et qui se faisait planter à chaque fois après par les groupes. Et donc, il y a aussi, ils vont très vite aussi backing band de certaines vedettes américaines qui viennent donc jouer cette musique en Angleterre, des Anglais qui rêvent de voir Muddy Waters, Sonny Boy, etc. Donc, il y a notamment un enregistrement génial de Yardbirds qui accompagne Sonny Boy Williamson. Donc ça monte son pesant de cacahuètes. Pas mal de petits 45 tours. Moi, j'ai un souvenir génial de la version de Louise que vous pouviez voir dans une VHS à l'époque qui s'appelait The Cream of Eric Clapton, et la cassette s'ouvrait là-dessus. Un blues vraiment qui n'a rien à enlever au son rhythm and blues que faisaient aussi les Stones, même un peu en mieux, avec un solo de Clapton qui est juste génial, avec un son hyper clair, qui joue, si ma mémoire est bonne, sur une Telecaster d'ailleurs à l'époque, et c'est vraiment un super disque. Mais ce qui va se passer, c'est que je crois que c'est la sortie du premier hit, For Your Love, qui va précipiter le départ de Clapton, qui veut absolument pas, c'est marrant quand on connaît un peu la suite de sa carrière, qui ne supporte pas en fait le tournant pop que prend le groupe, quoi. Et du coup, il se barre littéralement pendant les sessions de For Your Love. C'est ça, oui, c'est ça. Je signalerais aussi le morceau, excellent morceau des Yardbirds, qui est de l'époque Clapton, qui I Wish I Would, où il y a une super version en archive dans le film, et qui aura en plus une seconde vie parce que c'est un morceau retenu par Bowie sur sa compilation de reprises Pin-Ups en 73. Mais effectivement, les Yardbirds, toujours la même chose, hein, c'est l'espèce de... Si on peut encore un petit peu plus creuser là-dessus, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. C'est le fait que les Beatles viennent vraiment un peu bouleverser ce qui commence à se construire dans ces clubs avec des musiciens sortant des art schools autour de Londres. C'est que c'était vraiment des clubs de garçons. Ouais. Et on ne précise jamais assez ça, mais la musique populaire américaine à l'époque était extrêmement mixte. Quand on y pense, il y avait beaucoup de girls band, il y avait beaucoup de choses. Et en Angleterre, la musique quand le rock'n'roll se recrée dans les années 60, c'est vraiment un truc uniquement de garçons et absolument pas tenant compte des compositions. La prouesse d'être un bon compositeur n'est absolument pas reconnue et valorisée, à part pour les Beatles. Oui. Et Dylan qui a changé tout ça. Ouais. L'explosion des Beatles fait une espèce de schisme quelque part où les mecs se disent attends, qui c'est ces mecs? C'est des guignols. Et d'ailleurs, on voit cette Clapton qui discute dans le documentaire de cette date que les Yardbirds font avec les Beatles. Je crois que c'est Royal Albert Hall ou je sais plus où, fin 64. Et où il dit qu'il regarde les Beatles avec beaucoup de mépris et beaucoup d'a priori quand ils sont à partager cette scène. Et en fait, en les côtoyant, c'est là qu'il commence à discuter avec George Harrison, etc. Et qu'il se rend compte que c'est des gars cool et tout ça. Mais on se rend compte à travers cette anecdote que ces groupes, ces espèces de scènes des clubs de Londres, etc., c'était vraiment des groupes de garçons où la performance, le côté performance musicale était la seule valeur qui la mise en avant de son corps aussi, la façon de transpirer. Absolument. Ce qui n'était même pas le cas quand ils tournaient en Europe, les témoignages des Beatles ou des Stones quand ils sont arrivés à l'Olympia, c'était assez masculin aussi, mais... Bon, ce que tu veux dire, c'est par rapport aux artistes, en fait, qui étaient plus des garçons, qui n'avaient pas de femmes qui étaient mêlés à ça, c'est ça, non? C'est ça que tu voulais dire. En fait, je voulais rebondir sur un truc, mais t'as très bien tout dit. Juste pour préciser, Sonny Boy Williamson avec les Yardbirds, c'est pas Clapton qui joue sur le disque, mais vous avez un excellent témoignage de ce qui se passait, à mon avis, dans les clubs, et qui est peut-être le meilleur témoignage tout court de la musique qui était faite dans ces endroits. C'est le Five Live Yardbirds, où Clapton est fantastique, et je pense qu'il participe un peu aux sessions de For Your Love, mais donc, le tournant pris
pris par le groupe. En fait, lui, il se voit plus comme un puriste que les autres. Il veut pas suivre le côté showbiz finalement quelque part. Donc du coup il se barre et il va rapidement participer à un album pour John Mayall, Blues Breakers, qui est aussi un espèce de recruteur de talent assez incroyable. Hein. On va pas les citer, mais enfin on va citer Peter Green, Clapton, il y a eu Hervé Mundell, Mick Taylor évidemment. Et donc il fait et puis à la basse, sur l'album de Clapton, c'est John McVie. Sur l'album de Mayall avec Clapton, c'est ça? Et c'est John McVie qui est à la basse, et John McVie, c'est lui qui deviendra le bassiste, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, de Fleetwood Mac, voilà, le fameux Mac dans le nom Fleetwood Mac. Oui, Peter Green aussi, et Mick Fleetwood, enfin bon bref. Tu as absolument raison. Donc là, c'est juste une apparition, c'est un peu bizarre d'ailleurs, je n'en sais pas beaucoup plus sur pourquoi il est rejoint en avril 65, après la sortie du premier album, et qu'il enregistre Blues Breakers with Eric Clapton, donc c'est à son nom qu'apparaît. Quoi. Donc c'est un guest sur un album, quoi. Ça devait être un contrat unique, ou je sais pas. Non, pas tant que ça, pas tant que ça quand même. Enfin, en tout cas, si on suit le film, c'est vraiment Clapton qui dit que lui, il voulait son obsession pour le blues, il voulait l'assouvir complètement là-dedans. Et ce qui est intéressant, à quoi on pense pas vraiment, c'est qu'il va tourner vraiment comme un forcené. Il va en quelque sorte découvrir l'Angleterre, parce que à l'époque des Yardbirds, c'était vraiment un musicien de club uniquement à Londres, etc. Et il n'avait pas connu la vie de tournée. Et il explique que à l'occasion de la tournée qu'il effectue partout en Angleterre au sein du groupe de John Mayall, il découvre toutes les salles à Manchester, à Sheffield, à Nottingham, enfin tout ce que vous voulez. Ouais. Et donc il découvre la vie en tournée, il découvre la vie aussi, le côté groupie que ça entraîne, etc. Et donc il fait une signature d'une façon de jouer de la guitare c'est vraiment un album super important, parce que la BBC va beaucoup le diffuser. Ouais, et puis c'est sixième, enfin c'est super bien classé, c'est un album qui marche vachement bien. Hein. Ouais. C'est classé dans le top 10 des albums de l'année, je crois, enfin pas de l'année, mais en tout cas quand il sort, il est sixième très vite. Et voilà pour cet album, en fait, qui va juste être un coup d'essai, puisque très vite il décide en fait de former un super groupe avec Jack Bruce, qui lui vient de la même scène, qui jouait pour Graham Bond. C'est un organiste, un gros organiste, et c'est vachement bien d'ailleurs, où la session rythmique est tout simplement Jack Bruce et Ginger Baker. Et là, ça va partir sur Cream. Je crois qu'il y a eu un groupe qu'il a fait entre les deux, j'ai oublié le nom, vous irez vérifier par vous-même, mais on a oublié un album, mais Cream se forme, et là c'est un peu... on en parlait en off, je sais plus à quel sujet, mais l'importance de Robert Stigwood, qui va carrément lancer le groupe... dans des grandes salles aux États-Unis, et ça va être une révolution, Cream. Hein, avec Brian Epstein quand même aussi, qui est aussi derrière le truc. Enfin, ils étaient plus ou moins associés avec Stigwood. Alors après, Brian Epstein va mourir assez vite après ça. Mais il y a vraiment une connexion à ce niveau-là. Et puis oui, effectivement, le coup de génie de Stigwood, c'est de se linker avec Bill Graham, et qui va complètement révolutionner la logique de tournée à l'époque. Et en plus, il profite du vide créé par l'absence des tournées, des circuits de tournée, des deux grosses locomotives, des Beatles et des Rolling Stones, et même des Kings d'ailleurs. Ouais. On peut dire les Who sont encore un groupe un petit peu jeune pour être lancé là-dessus, qui n'a pas le management adéquat. Ils le font, ils font des premières parties et tout aux États-Unis, mais ça des se passe festivals pas. surtout. Ouais, puis même ils font le Fillmore et tout. Je crois qu'il y a même une tournée avec Herman Zermit, je crois, ou un groupe comme ça, où ça se passe pas bien d'ailleurs pour le groupe de première partie par Herman Zermit. Enfin bref. Donc ce qui est un peu paradoxal, c'est que finalement, quand paraissent, je crois que le premier single c'est Wrapping Paper, quand paraît ça, finalement, c'est un peu la musique pour laquelle il a quitté les Yardbirds. Hein. C'est un format pop en disque, en tout cas. Cream, c'est une espèce de douce pop sucrée avec des super solos de guitare, etc. Mais le groupe va devenir une véritable machine et s'exprimer pleinement sur scène. Ça va devenir une espèce de formation jazz finalement, où il y a 2 minutes de format de morceaux, et puis chacun part dans un solo en même temps, et c'est ce qui va... Tout le monde parle des prémices du heavy metal et de définir un peu tout le hard rock des années 70, 80. C'est juste, non, je pense. Ah bah c'est juste, et puis surtout en termes d'impact du public, ils vont pour la première fois, c'est vraiment des pionniers, dans le sens où c'est le premier groupe qui va
qui va vraiment s'adresser à un public auquel on ne pensait pas jusque-là. C'est le public des étudiants. Ouais. Parce qu'avant, c'était vraiment la pop, c'était vraiment de la bubblegum pop, avant tout destiné aux jeunes filles en fleurs quand même, avec les garçons qui timidement suivaient un petit peu, mais voilà, mais c'était vraiment surtout... et là, du coup, c'est vraiment... et c'est pour ça que vraiment le génie, une fois de plus, de Bill Graham et de Stigwood, c'est d'envoyer Cream jouer, non pas sur les côtes, mais partout. Là où il y a surtout des gros campus Ouais, universitaires. Et donc c'est le premier entre guillemets super groupe, c'est-à-dire qui réunit 3 monstres d'instrumentistes. Et c'est le premier un des premiers power trio célèbres qui va mais finalement il y a que 2 albums studio entièrement. Wheels of Fire a une phase studio mais le reste est live, et il y a le Goodbye Cream qui est un mélange aussi. Donc une discographie finalement assez légère par rapport à ce que ça représente aujourd'hui, quoi. Tout le monde cite Cream comme une des influences majeures, je l'ai déjà dit, pour plein de tout ce qui va venir après, sûrement pour Led Zepp, etc. Bon, après, en 67, il y a l'arrivée d'Hendrix qui met un peu un coup au moral de tous les gratteux anglais et qui se disent, putain, le mec est fort. C'est étonnant quand même quand il pense que Clapton est quand même assez génial. Il participe déjà à des sessions avec Aretha Franklin, notamment, où il fait un solo. Oui, parce qu'il est, d'ailleurs, ça c'est vraiment quelque chose sur quoi s'arrêter, parce qu'en fait, Cream est signé par Atlantic. C'est aussi un groupe pionnier dans le sens où c'est le premier groupe qui est signé par un label américain et pas par un label anglais. Et ça, dans le marketing, ça change absolument tout. Ouais. Parce que du coup, ils ont un label qui est capable, contrairement au label anglais, d'avoir une vraie promotion de la musique de leur groupe auprès des radios sur tout le territoire américain. Et c'était fait de façon beaucoup plus bizarre par les labels anglais. Donc effectivement, vu qu'ils sont chez Atlantic, qu'ils enregistrent These Really Years aux États-Unis alors que Fresh Cream était enregistré en Angleterre, ouais, bien sûr. En fait, tout simplement, c'est ce qui est expliqué dans le film, ils sortent d'une session et ils croisent Otis Redding, Aretha Franklin dans le studio à New York. Sympa. Et je sais pas si c'est Ahmet Ertegun qui propose ça, mais sûrement quelque chose comme ça. Bah tiens, il y a Aretha qui joue, viens, et là il y a une espèce de dialogue assez fou qui se fait entre Clapton et Aretha Franklin. En plus de ça, Clapton se pointe habillé de façon complètement excentrique et psychédélique. Ce qu'on allait dire, c'est que là, l'apparence de Clapton change. D'ailleurs, c'est un des personnages qui change le plus physiquement. C'est assez hallucinant. Ouais. Mais Aretha Franklin le regarde un peu. Mais qu'est-ce que c'est que ce Gugus, quoi. Et puis bon, elle sent qu'il joue quand même, qu'il en a dans le coffre, qu'il joue quand même pas mal. Et là, on sent vraiment dans cet enregistrement l'espèce de truc d'orgueil d'Aretha Franklin qui cherche à avoir le dessus. Et de mon humble avis, je trouve quand même qu'au final, c'est Aretha qui bouffe tout, quoi. Mais c'est formidable d'écouter ça pour ça, sur une chanson qui, somme toute, est relativement anecdotique en termes de composition, mais la performance... c'est aussi pour souligner que Clapton va de plus en plus faire des guests et être demandé partout. Et ça va être aussi un peu le fil rouge de sa carrière. On essaierait de faire un petit peut-être résumé à la fin, pas tout de suite. Bon, Cream se sépare rapidement parce que tout simplement, si vous avez un peu lu ou vu des choses sur Ginger Baker, vous comprendrez que c'est des personnages assez... Clapton, là-dedans, était un peu lisse, et Ginger Baker et Jack Bruce, c'était des enfoirés, avec une grosse tête pas possible, et Baker est un personnage assez terrible, quoi. Donc, la vie passée sur la route, en plus, comme tu disais, au milieu des États-Unis, dans les campus, etc., et puis la consommation d'acide aussi, pas mal. Le groupe se transforme, commence à s'habiller en Flower Power, Clapton joue sur une SG qui est complètement peinte aux couleurs psyché. Bon, tout ça va faire que le groupe implose rapidement, en fait. Dès la fin, je crois de la fin 68, ça s'arrête. Et je pense que musicalement aussi, ils savent plus trop où aller, parce que ils sentent que le courant psychédélique devient un peu pourri. Que le format pop avec les albums Pepper et tout, il y a que 10 Really Years justement où ils essayent un peu de concurrencer ça, et tout n'est pas
tout n'est pas à la hauteur de Non, ce non, qui mais se fait. c'est un grand disque. C'est un grand disque. Donc oui, gros des tubes quand même, notamment Sunshine of Your Love, qui est Bien sûr. un immense tube et qui Puis restera. Strange Blue. Et Strange Blue, évidemment. Et après, il y a cette reprise de Crossroads aussi que vous trouvez sur Wheels of Fire, qui est formidable, mais plein de choses. Hein. Et Des Badge. morceaux, et Badge, forcément, qui sera écrit Pendant les sessions d'Abbey pendant Road. les sessions d'Abbey Road, avec notamment George Harrison, qui, n'ayant pas le droit d'utiliser son nom, se fera appeler l'Angelo Misterioso. Oui. Donc voilà. Et donc voilà, après pour la petite anecdote, Cream se rejouera un peu ensemble, mais ils sont tellement fâchés qu'ils se retrouvent juste à l'occasion de l'introduction du groupe au Rock and Roll of Fame en 93. C'est assez émouvant de les voir se retrouver. Et pour une tournée en 2005 où ils Pas sont une tournée, ils font 2 résidences, Ouais, une au Royal Albert Hall et une ouais. au Madison Square Alors, en Garden. tout cas, ouais, mais enfin, c'est quand même marrant. Bien D'ailleurs, sûr. c'est pas. Vraiment, pour le coup, dans le contexte d'aujourd'hui, ça fait hyper bizarre de les voir jouer. Ouais, mais c'est attendrissant quand même. Ouais, c'est Je trouve que attendrissant. vraiment que les images sont Bah, attendrissantes. c'est vrai, mais à voir quand même. Donc, et du coup, Cream se sépare donc fin 68, et du coup, il va tout de suite enchaîner un nouveau projet. Hein. Il s'arrête quasiment jamais avant un moment, et il va faire Blind Faith, hein, tout simplement, avec le fameux Steve Winwood qui vient de Traffic, organiste, mais aussi guitariste, je crois, hein, Winwood, mais Oui, surtout connu mais pour il était l'orgue. surtout organiste à cette époque-là. Surtout Oui. connu peut-être pour le tube Gimme Some Lovin'. Avec Avec le Spencer Davis avec le Group Spencer d'abord. Davis Group, mais bon, Traffic est quand même un groupe Ouais, qui a ouais. vraiment été un coup de tonnerre au sein des musiciens à l'époque qui a bien marché aussi, mais qui est vraiment un petit peu ce serait presque un pendant l'équivalent anglais de The Band finalement, Traffic. Quelque Oui, part. il y a de ça, ouais. Et alors, ce qui est ironie du sort, c'est que finalement, Ginger Baker va littéralement pas laisser le choix à personne en disant c'est moi qui prends la batterie. Donc, il se retrouve encore avec lui derrière les fûts, et du coup, l'expérience va être assez rapide, le temps d'un album qui s'appelle Blind Faith, la fameuse Nana Ouais. seins Ouais. nus. Et je pense que c'est tout. Concernant ça, il joue à Hyde Park devant je sais pas combien de personnes en juin 69, pas le même soir que les Stones, mais... Et on peut parler de ce morceau très important, la composition de Clapton, Presence of the Lord. Tout à fait, qui sera repris d'ailleurs toute sa carrière, hein, qui le gardera, oui, c'est ça, il y a un album. Et il refera une tournée aussi dans les années 2000 avec Winwood, voilà. Une double affiche Clapton-Winwood où ils partageaient la scène. Et Ça doit être chouette, ça d'ailleurs. Ça doit pas être mal, j'ai pas vu ça, on reviendra sur ce qui a vu quoi. Donc du coup, après, il y a un peu cette histoire, cette rencontre dont on a déjà parlé pour Badge Cream avec Harrison qui va déterminer un peu les 2-3 prochaines années, même si d'abord il fait la connaissance de Delaney and Bonnie, couple de musiciens qui veulent juste jouer et jammer, hein, surtout. Ouais. Et du coup, il décide de les rejoindre et les accompagne comme guitariste sur une tournée européenne, quoi. Donc, il s'ouvre à plein de types de musique différentes, la musique sud-américaine, des chansons lentes, des chansons d'amour, et la country qui va exploiter pour le reste de sa carrière. Et surtout, il est dans un état sentimental un peu spécial puisqu'il tombe red dingue, et je pense que c'est réciproque, de la femme de son meilleur ami George Harrison. Patty. C'est réciproque, En tout cas, il va réussir à l'épouser 10 ans après. Enfin bon, vachement après. Et puis, Oui, enfin, dans un contexte super différent. Quand il même. sera battu pour elle quand même, et même elle reconnaît que. Enfin voilà, que quand il lui a dit tiens, j'ai écrit ça pour toi, même si là, oui, qu'elle a été très, mais enfin bon, elle dit également elle-même que elle finit par aller le voir parce que George Harrison l'a laissé tomber. Oui, enfin bon, elle aurait pu ne pas être intéressée par le mec. Bien sûr. Donc il y avait quand même quelque chose de fort entre eux, et ça correspond malheureusement à l'époque où finalement, peut-être ce que les gens ne savent pas, et ce qui est très bien expliqué dans le film, et même un peu trop, c'est qu'en fait on a l'impression qu'après le film est terminé et que on parle juste de l'hygiène de vie dégueulasse de Clapton. Enfin, quand je dis dégueulasse, c'est qu'il se devient un sacré alcoolo. Non, mais d'abord, avec des héroïnomane après. Parce que là, on en est encore. Il est héroïnomane, et c'est quand il lâche l'héroïne qu'il devient alcoolo. Ouais, c'est après la mort d'Hendrix lui file un sacré coup sur la carafe. Il est pendant 3 ans. On va pas anticiper parce que tu veux parler de. Je veux parler juste de son premier album solo, d'abord qui sort avant Layla, qui est un chef-d'œuvre d'ailleurs, qui s'appelle Eric Clapton, où vous
retrouver sa première reprise de Gigi Cale After Midnight, où l'album commence par un super solo de guitare, et c'est vraiment un disque, vraiment un de ses meilleurs disques, qui est au moins aussi bon que Layla enregistré avec les Derek de Dominos dont on va parler tout de suite. Voilà, le premier album de Clapton, voilà, c'est Slunky, le premier morceau qui est vachement bien, et puis on a Blues Power qui sera repris toute sa carrière, et Let It Rain aussi, un morceau vraiment aux accents, je trouve que cet album pourrait être le 4e disque d'All Must Pass. Enfin, il y a vraiment, il commence vraiment dans l'écriture à se rapprocher d'Harrison, c'est assez marrant rétrospectivement. Donc oui, donc il fait ça, et ensuite donc il part effectivement, il fonde Derek and the Dominos. On parle l'enregistrement d'All Things Must Pass d'ailleurs. Voilà, bah oui, parce qu'il fait All Things Must Pass, c'est ça qui est dingue avec Clapton, il fait 15 trucs en parallèle, encore là, parce qu'après il va avoir effectivement le trou noir dont tu parlais. Et il rencontre John Allman, qui fait partie des Allman Brothers. Et là, il tombe amoureux musicalement, mutuellement, et ça s'entend sur un double album, pas live d'ailleurs, qui est juste génial, où la chanson Layla restera sûrement son plus gros succès, que ce soit dans cette version-là ou la version acoustique qui ressortira plus tard. Et c'est un disque somptueux, où là vraiment il livre son amour, c'est une ode à Patty Harrison, quoi. Et non, c'est un disque formidable qu'il faut absolument écouter. Ça va se finir de façon tragique. Donc il y a un live aussi qui est enregistré après au Fillmore, comme toujours. Et c'est là vraiment où les drogues et l'alcool, bon voilà, on en a déjà parlé. Et puis pire encore, la mort de Dwan qui meurt d'un accident de moto en octobre 71. Donc juste en plus avant le début d'une grosse tournée américaine, qui sait ce qu'aurait été le destin de Clapton ou de ce groupe Derek and the Dominos, même si là aussi c'était plus un prétexte à jouer des blues, etc. On révolutionnait pas grand chose, c'était plus le côté jazz d'un groupe de blues, c'est-à-dire on y arrivait, on faisait tourner des choses et chacun prenait des solos. Mais c'était génial, quoi. Et puis ça marchait encore vachement bien, ce genre de concept, quoi. Mais le problème, c'est que l'album ne marche pas. L'album, ça lui met un coup au moral aussi. Ça a été... Ça plus la mort d'Hendrix en fin 70. Et c'est pour le ça fait de ne pas arriver à choper Patty. Ouais. Et c'est pour ça qu'il entre dans qu'il s'enferme chez lui pendant limite 3 ans, entre 71 et 73, à prendre de l'héroïne et à regarder la télé, quoi. Voilà, et puis en plus, ça va pas arranger les choses, que Derek and Dominos, c'est peut-être avec Badfinger le truc le pire du monde, puisqu'il y a quand même le bassiste, Carl Radle, qui sont dans l'alcool et qui finit par mourir de ça, quoi, et Jim Gordon, quand même, qui tue, qui c'est quand même incroyable, qui tue. Bon. Enfin, c'est incroyable. C'est quand même savoureux comme pétage de plomb dans l'histoire du rock, on n'en parle pas assez. Il tue tard, quand même, dans les années 80. Ouais, il a une crise de schizophrénie, il tue sa mère à coups de marteau. Et il n'est pas mort, d'ailleurs, Jim Gordon, il est toujours dans une clinique, quelque part. Il a fait quand même purger au moins 15 ou 20 ans de tôle, je sais plus exactement. Mais enfin bon, voilà, l'état de Derek and the Dominos, et ça, ça l'achève. Et là, il se retire chez lui, je crois, et il consomme genre 3 bouteilles de cognac par jour. En plus du reste, quoi. Enfin, c'est les années noires de Clapton entre 71 et 73, quoi. Là, c'est surtout l'héroïne, quand même. L'alcool va venir après. Mais je dis la drogue, je parle du cognac mélangé à toutes ces addictions. Je trouve qu'il va beaucoup plus boire une fois qu'il aura quitté l'héroïne, quand il va retourner sur scène. Comme beaucoup. À l'initiative de Pete Townshend. Voilà, et d'abord, il y a quand même des gens qui essayent de le faire sortir de là. Il enregistre ce super album pour Howlin' Wolf, The London Hollywood Session, avec Bill et Charlie, et Winwood aussi encore. Et effectivement, puis on le voit sortir de là aussi pour le concert pour George au Bangladesh, où il est dans un oui, c'est le seul truc, c'est les seuls trucs où il sort de chez lui, quoi. Bon, effectivement. Ouais, c'est assez triste. Enfin, après, il a pas le bon choix de guitare sur le solo de Well My Guitar. Il joue sur, justement, Well My Guitar Gently Weeps. Il joue sur une semi-caisse, là, qui est pas du tout adaptée, mais tu vois qu'il est paumé, qu'il est perdu, qu'il est timide presque, et qu'il a perdu toute confiance en lui. Et Townshend le lance, mais en fait, Townshend, c'est juste 2 concerts au Rainbow, immortalisés par un live qui s'appelle, je crois, le Rainbow Concert, avec un peu tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est Townshend, évidemment, Ron Wood, qui a d'autres, ça va être Capaldi à la batterie, le célèbre Pascal Ribop, Ribop aux percussions, il s'appelle pas Pascal, je mélange de trucs. Et donc voilà, on voit Clapton qui est diminué, que son jeu a un peu baissé, quoi. Et donc il décide de subir sa première cure de désintox, et il parvient à se débarrasser de l'héroïne, mais comme tu disais,
il va forcener sur l'alcool comme un cochon. Hein. Et du coup, après, il entame une carrière solo, quoi, dont on a quelques trucs à dire, mais pas non plus grand-chose. Le premier fait d'armes, c'est son premier, c'est le 461 Ocean Boulevard qui comprend notamment, qui contient la version d'I Shot the Sheriff qui va être un super tube et qui va permettre, qui va permettre à l'Angleterre de découvrir le reggae, quoi. En quelque sorte, en tout cas Bob Marley. Oui. Bob Marley, le reggae via Bob Marley, effectivement. Et là, oui, ça va être super important parce qu'on en a parlé dans plein d'autres émissions. Tout le monde va se nourrir de cette culture reggae. Les Clash, Police, je dis pas que tout vient de cet album-là, mais c'est vraiment un album finalement assez important, notamment pour pour un deuxième album solo, quoi. Après, ça, voilà, après, bon, il fait. Mais il a des tournées complètement chaotiques où il est complètement ivre sur scène, où il insulte les gens. Il y a cette fameuse. Joe Cocker est dans le même état à l'époque. Hein, je sais pas s'il remplit des seaux de vomi, Clapton, mais c'est pas loin d'être ça aussi. Hein. Ouais, mais. Je crois qu'il y a des images dans le film. Moi, je l'ai vu. Il y en a déjà. plein. Mais tu sens qu'il va pas bien. Ouais, c'est terrible. Et puis, il y a évidemment cette fameuse sortie raciste sur laquelle Clapton aujourd'hui dans le film se confond de honte, d'excuses, etc. Ça c'est terrible, c'est terrible pour lui. C'est à Birmingham, là, c'est ça dont tu parles. Il a pas le public à voter pour le politicien du Parti conservateur, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. Pour pas que le pays devienne noir, quoi, en gros. C'est ça, mais c'est justement à cette époque tragique, quand même, que Patty Harrison, finalement, le rejoint, vient vivre avec lui, etc. Et en fait, Patty, elle dit elle-même dans le truc, j'ai quitté George pour arriver, mais je me suis retrouvé face à un alcoolo, quoi, total, quoi. Qui était insupportable, qui redevenait gentil et aimant quand il était sobre, mais qui reprenait la bouteille tout de suite, quoi. Ouais. Entre-temps, il a fait, juste avant cet épisode de Birmingham, là, et de cette polémique, il y a eu Slow Hand, qui reste aussi un de ses albums qui a le mieux marché, si on parle des années 70, hein, avec Cocaine, qui sera quand même un tube, et Wonderful Tonight, qui est une jolie balade, je pense aussi. Je sais pas si elle est écrite pour Patty, mais bon, il a quand même basé pas mal tout le peu d'énergie qui lui restait entre les bouteilles et la cam, il les a mis dans ses chansons d'amour qui sont magnifiques et qui sont à redécouvrir. Donc après, un peu à l'image de, on va faire un peu. Du coup, il continue à picoler, il y a Patty, machin, qui lui finit par le quitter, etc. Et il est un peu à l'image d'une Tina Turner qui sort de Ike and Tina et du début de l'ère MTV. Il est repris en main par notamment Phil Collins, qui va produire pas mal de ses albums, pas mal des albums qui vont suivre. Alors franchement, moi je les connais pas tous, hein, mais il y a toujours d'excellents lives qui sortent. Je pense notamment à un double live qui s'appelle Just One Night, qui est enregistré au Budokan au Japon, qui est vachement bien, parce que les lives sont quand même pas mal. Hein. Moi quand j'étais petit, j'avais pas du tout l'image d'un mec alcoolo. Le mec se défend quand même, il est quand même génial. On parle pas assez de son jeu de guitare, hein, qu'on analysera peut-être en citant 2-3 à la fin, 2-3 extraits ou 2-3 contributions qu'il a faites. Il y a Money and Cigarette, Behind the Sun, Auguste, vraiment. La chanson She's Waiting avec un riff rock'n'roll. Non, mais c'est vraiment pas terrible, hein, dans l'ensemble, c'est assez vide de sens. Et puis surtout, il a sa carte de résident permanent dans absolument tous les événements caritatifs qui se produisent à ce moment-là, très souvent doublé de George Harrison au Ringo Starr, avec Mark Knopfler aussi qui est toujours dans le coup. Quand Roger Waters quitte Pink Floyd et se lance dans sa carrière solo, c'est Clapton qui est appelé pour remplacer Dave Gilmour sur son premier album solo, The Pros and Cons of Hitchhiking, et Clapton part en tournée avec Waters, et donc Clapton, il y a une tournée de Waters, toujours pas d'ailleurs sanctionnée par un enregistrement officiel, mais en 84 il tourne aux États-Unis avec Clapton qui joue du Pink Floyd. D'accord. Donc voilà. Ça c'est à chercher en bootleg.
Ouais, absolument. Donc voilà, et puis ça va un peu mieux, il rencontre une nana, avec qui il a un petit garçon qui s'appelle Connor, ça va un peu mieux. Journeyman sort en 89, si ma mémoire est bonne, et l'album marche plutôt bien. C'est l'ère aussi où les catalogues sont réédités, etc. Donc les gens redécouvrent Cream, etc. Voilà. Je me souviens des Nice Price où tu trouvais Goodbye Cream et tout à la Fnac dans les années 80. C'était assez chouette de redécouvrir ces disques-là. Journeyman, moi, c'est un album où les compos sont pas si mauvaises. Hein. C'est vraiment une petite Madeleine de Proust un peu périmée, mais il y a Pretending dessus, il y a Old Love, qui est, je crois, une reprise d'encore GGK, qui est magnifique. Il y a Bad Love aussi, c'est sur le même disque. Running on Faith, que j'adore. Il y a Run So Far de George Harrison. Et probablement. Qui réapparaîtra en version de George Harrison sur l'album posthume Brainwashed. Très, très justement. Et là, au moment où, d'ailleurs, il y a une série de concerts, il fait une tournée où un soir il joue avec 3 musiciens derrière lui, un jour il joue avec 9 et un jour il joue avec un orchestre symphonique. Tout ça est disponible sur comment ça s'appelle cette VHS que j'avais. J'ai oublié le titre, mais c'est un live et c'est aussi un. C'est un live et c'est... je vais oublier le nom, mais c'est pas très très grave. Je retrouverai ça va me revenir Just One Night ou un truc comme ça. Non, je sais plus le titre, faut que je le retrouve. Et là, il y a un nouveau drame qui va encore frapper. C'est qu'il y a quand même une vie où c'est difficile. C'est qu'au moment où il doit aller chercher son fils, il apprend que Connor est passé... son fils de 3 ans ou 4 ans est tombé du 57e étage d'un building. Et donc, voilà. Et ça le... Bizarrement, dans le documentaire, la nouvelle est terrible, etc. Mais finalement, c'est peut-être ça qui va un peu l'aider à survivre. Il écrit tout de suite la chanson Tears in Heaven, qui est assez bouleversante. Mais enfin voilà, encore une fois, un des drames les plus effroyables que puissent imaginer des parents, quoi. Enfin, 53e étage, enfin bref, on va passer là-dessus. Et ensuite, il y a surtout la rédemption et l'album Unplugged qui va cartonner partout dans le monde, et la version de Layla. L'album ultime du dad rock. Hein. C'est-à-dire du dad rock daddy. Du rock à papa. D'accord, ouais, c'est exactement ça. Ce que les Anglais appellent le rock à papa. C'est assez justement, parce que moi j'en avais ras-le-bol à l'époque que mon père foute ce disque sur la platine, j'avais envie d'écouter des guitares électriques, etc. Ouais, moi j'appelle ça aussi de la musique pour Club Med, quoi. Tu vois, le mec à la guitare qui te fait un truc, pendant que les gens vont se servir des crudités. Non, mais en plus, il dit ça, et c'est un album somptueux où justement il revisite son répertoire d'une façon assez touchante, avec pas mal de reprises de blues, jouées de façon très dépouillée, avec un super groupe. Hein. Il y a quand même Chuck Leavell derrière. Il y a Nathan East qui est plus discutable. Et on a Ray Cooper, évidemment, qui est fabuleux au tambourin. Et donc ça le remet en selle, et après il va faire des disques jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il fait la tournée de George Harrison au Japon, où il a même un set, etc. En fait, c'est même avant. C'est le groupe de Clapton. Voilà, c'est ça. Il met son groupe à disposition de George Harrison. Bah ouais, je pense que d'ailleurs il y a les mêmes que je viens de citer, Nathan East, c'est ça. Donc ils partent faire, je sais pas combien de dates, mais quelques dates au Japon. Et puis voilà. Après il y a From the Cradle. Et puis beaucoup de best-of, des coffrets. Et après, moi, franchement, aussi, hein. Beaucoup de musique. Il a fait tous les Larmes Fatales, voilà. Numéro 33, quoi. Il a fait tout ça. Il y en a 4 en tout. Il y en a 4, ouais, j'ai dit 33. Et puis voilà, après les albums, personnellement, je les connais moins. Donc on va pour un peu résumer. Là, après, tout le monde dit qu'il est diminué par une maladie qui ronge les... je sais plus le nom de la maladie, mais qui... L'arthrose c'est pas de l'arthrose, c'est plus que ça, mais c'est une dégénérescence... comme une lésion du système nerveux, quoi, une neuropathie périphérique qui handicape, en tout cas lui, dont il se plaint dans son jeu, quoi. Il a joué, j'ai un copain qui l'a vu à Mogador l'année dernière. C'est encore Carmignac, comme il avait fait avec les Stones, qui a payé un concert prix de Clapton. Franchement, il est encore même diminué. C'est quand même un sacré joueur de blues, et on va finir par ça, par rendre hommage un peu à ces grandes apparitions. Est-ce que toi, il y a comme ça de tête des grands moments? Alors, pendant que tu cherches, moi, je vais parler peut-être de son apparition dans The Last Waltz, quand même, où il est un peu mis à l'épreuve. Ouais, mais justement, il est mis à l'épreuve par Robbie Robertson, qui défonce. Clapton prend le premier solo, un peu tranquillou, et Robbie Robertson fait un solo génial, ce qui oblige Clapton à sortir de ses retranchements et rattraper, faire match nul in extremis, quand même. C'est le vrai. dernier, et c'est vrai, sur mais Further Up on the Road.
Donc ça c'est un super exemple. Ouais, tout à fait. Bah ouais, moi effectivement, moi c'est plus des apparitions qu'il fait sur les trucs des autres plutôt que des performances. Ouais. Eric Clapton en lui-même, bah, je penserais sur le Concert for George, surtout à la version superbe de Isn't It a Pity qu'il fait en duo avec Billy Preston et où les solos de Clapton sont... il est complètement bouleversé. Là, c'est c'est génial. vraiment sublime. Très bon exemple, le Rock'n'Roll Circus, hein, Bien sûr, le groupe, les Dirty Year Mac, Blues. le Year Blues avec le solo de Lennon minimaliste et puis derrière une leçon de dextérité et un super son sans effet. C'est ça aussi que j'aime bien chez Clapton, c'est qu'il est jamais tombé comme Jeff Beck ou même Page parfois dans des pédales de distorsion vraiment un peu too much. Il est toujours resté assez fidèle à un son clair et ça me plaît qu'il soit resté assez sobre dans son jeu, même s'il change. Avec les Rolling Stones aussi, sur Little Red Rooster à Atlantic City en 89. Ça, c'est incroyable. Et j'ai toujours aimé le petit regard coquin que Jagger lui porte. Et il est génial. Clapton se retourne, il croise le regard de Jagger et Jagger le regarde et lui dire putain enfoiré, qu'est-ce que tu nous mets là ce soir. Et donc pas mal de choses comme ça, on en oublie certainement plein. Il sort donc son dernier album est sorti il y a 2 ans qui s'appelle I Still Do. Voilà, donc il surnage un peu et il fait une petite un peu à l'image de tout le monde, il fait une quinzaine de dates par an. Bon voilà, le groupe est pas toujours derrière génial, mais il a toujours son petit set acoustique depuis l'Unplugged. Moi je l'ai vu 2 fois, je l'ai vu à l'hippodrome de Vincennes en 92, une double affiche avec Elton John quand même, et Bonnie Raitt en première partie si mes souvenirs sont bons, et je l'ai revu là à Bercy ça doit faire bien une quinzaine d'années maintenant. Avec Steve Jordan à la batterie, c'était pas mal, je me souviens. Voilà, donc moi Clapton j'ai toujours assez apprécié. Je vous avoue que à part les Yardbirds, Scream, Blind Faith et puis le premier solo Derek and the Dominos et Leila, et allez 461 Ocean Boulevard, les albums d'après je les écoute pas. J'aime bien un peu de Journeyman, mais parce que ça me rappelle mon enfance, mais c'est vrai que comme dit Benjamin, c'est surtout de le voir apparaître et de... Après, il a aussi monté cette espèce de festival là, dont les DVD sortent, le Crossroads Blues Festival, où il est en short parfois. C'est bizarre, avec une guitare un peu une Stratocaster un peu au mauvais goût là, avec des couleurs bleues et jaunes. C'est pas celle qu'il a sur le concert de George d'ailleurs. C'est possible, ouais, t'as raison. Et c'est vraiment, en tout cas au niveau physique, on a toujours parlé avec mes copains quand on fait défiler des clips de différents artistes, c'est vraiment le mec qu'on reconnaît pas à travers les époques, quoi. Si tu connais pas par cœur les images, tu te dis c'est qui ce frisé là? C'est Clapton. Putain, mais qu'est-ce qu'il a changé de gueule? C'est vrai qu'il a changé radicalement de look, en tout cas dans les années 60, de tête, et maintenant il ressemble plus à un ingénieur complètement coincé, quoi, finalement. C'est pas... Ouais, mais bon, une fois de plus, vraiment, je ne peux qu'encourager tout le monde à aller voir ce film documentaire, vraiment glaçant de par le regard complètement sans complaisance qu'il peut avoir sur son passé, et où il a juste envie de livrer son expérience de vie sans aucune volonté panégérique. Il veut pas passer pour un génie. Il a beaucoup son amour pour B.B. King aussi, on a oublié d'en parler, mais bien sûr, mais vraiment je pense que c'est un mec bien, quoi. Beaucoup de alors n'y allez pas en pensant que vous allez voir des tonnes d'archives et tout. J'ai vu quelques critiques. Moi je l'ai vu le film, mais j'ai trouvé ça bien justement que ça s'oriente plus sur la personnalité du mec, sur sa vie privée. Et c'est vrai qu'une fois la fin d'Eric and the Dominos, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de détails, il n'y a pas d'image de tournée, donc n'y allez pas en espérant voir des archives incroyables ou des solos de guitare, hein. C'est vraiment un portrait psychologique d'un musicien, et moi c'est ce qui m'a plu, et j'aime le parti pris du film, quoi. Si vous voulez voir des solos, vous avez combien de, je sais pas, des cinquantaines de lives, de vidéos. Il y a même son anniversaire, là, il a fêté ses 60 ans à l'Albert Hall, donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir là-dessus. En tout cas, multiples portes d'entrée, guitariste sublime, voilà, il fallait absolument qu'on lui rende hommage, et je pense que c'est fait, et ça me s'est bien passé. Ça m'a fait bien plaisir de parler de ça avec toi, Benjamin. Ça sera diffusé très prochainement. N'oubliez pas de liker, si vous voulez bien, la page YouTube. On est aussi sur Facebook, et on vous retrouve avec un grand bonheur très très vite pour de nouvelles aventures. In God we trust. Gros bisous, à bientôt, ciao.